Salut à tous, c'est Chouchou ASMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernière vidéo de notre calendrier d'Halloween. Et oui, on arrive à la fin. Ça fait bizarre, très bizarre. Donc aujourd'hui, pour notre dernier jour d'Halloween, je vous en avais un peu parlé. On va venir parler d'un cas. Et je crois que ce fut la première fois dans l'histoire juridique des États-Unis. On a même fini par l'appeler le procès du démon. On va venir parler de deux possessions, car on est obligé de parler de ces deux possessions pour arriver à ce fameux procès. Et on va parler du cas de Arne J.N. Johnson, qui a fini par plaider la possession démoniaque lors de son procès. Mais pour commencer cette histoire, on est obligé de parler du petit frère de sa petite amie avant, pour comprendre comment on en est arrivé là. Alors c'est quand même impressionnant parce que ce procès va quand même, comment expliquer, déchaîner les foules à l'époque, va même par la suite entraîner plusieurs téléfilms, films, mais celui qui va le remettre à la lumière, entre guillemets, ça va être le film Conjuring, les dossiers Warren, et ça va être du coup, comment c'est le nom des joueurs. D'ailleurs, le dernier Conjuring qui est en rapport du coup avec ce procès, on va l'appeler Sous l'emprise du diable. Mais à chaque fois que je faisais mes recherches, c'était quand même très variant parce qu'il y en a qui se passaient sur les émissions qui sont passées sur Netflix il y a peu de temps, donc c'est vrai que c'est assez complexe de faire la part des choses. Mais je suis tombée sur une pépite, les amis, et je pense honnêtement qu'ils vont énormément m'aider l'année prochaine. C'est le compte, enfin le site web Mid Shadow, donc de l'ombre à la lumière. Ils sont plein d'histoires paranormales, il y a même des livres et tout. Et franchement, là je vois par exemple qu'elle l'a fait sur Annabelle, le Poltergeist Enfield et tout. Et franchement, pour vous dire, je l'ai enregistré parce que je pense que je vais aller guetter pour moi, faire des petites frayeurs, même si bon, des fois c'est pas une bonne idée, hein, on est d'accord. Mais je l'ai enregistré parce que franchement, elle décrit tout dans les moindres détails et c'est génial. En attendant, franchement, je pense que je m'aiderai de tout ça l'année prochaine parce que franchement, elle écrit super bien. Donc maintenant, on va commencer par le commencement parce que comme je vous ai dit, on peut pas commencer l'histoire sans parler du cas de David Glatzel. Glatzel, j'oublie toujours le L. Alors, pour commencer, on va vous présenter Arne J.N. Johnson, 18 ans, et sa petite amie Debbie Glatzel, 18 ans aussi, qui souhaitent se marier tous les deux. D'ailleurs, ils ont même trouvé leur maison de rêve, vraiment avec les petits détails qui leur plaisent. Elle est jaune avec des jolis volets verts, vert olive pour être précis. Ah oui, oui, les détails sont poussés, hein. Légèrement en retrait dans les bois, donc c'est sur une route à Brookfield, dans le Connecticut. Et elle possède même un petit puits au fond du jardin. Pour nous, ça peut être un détail un peu anodin, mais pour eux, ça fait toute la différence. Et il va avoir son importance. Le 3 juillet 1980, Arne et Debbie décident d'aller nettoyer un vieux ranch Kilo. Et en fait, ils vont emmener les trois petits frères de Debbie pour faire le nettoyage dans le ranch. Il faut savoir qu'ils sont âgés de 11 à 14 ans. Par exemple, ça c'est un détail, on ne le voit pas forcément dans le film Conjuring, mais normalement Debbie a trois petits frères et en fait dans le film, elle n'en a qu'un. Donc les trois garçons sont dans la plus grande chambre et ils sont surpris parce qu'ils vont trouver un matelas à eau et en fait ils vont s'amuser dessus parce qu'ils sont assez amusés par l'ondulation que fait ce fameux matelas. Mais il n'y a qu'un seul des garçons qui refuse d'aller jouer sur ce matelas parce qu'il le rend mal à l'aise, c'est David. Par la suite, donc les trois garçons sont délégués au ménage, Debbie va leur attribuer chacun une pièce et David se retrouve dans cette chambre avec ce matelas. Il est pas très à l'aise, il a qu'une envie, c'est de finir cette pièce le plus vite possible parce qu'il est vraiment pas bien ici. Sauf qu'un événement va venir chambouler cette journée. David, qui est tout seul dans la chambre, voit un vieil homme d'une apparence un peu fantomatique qui a pas l'air réel. Et ce vieux monsieur va le pousser sur le matelas et va le menacer et lui dire « Méfiez-vous ». Et ce monsieur va disparaître. Terrifié, David il va sortir en courant de la maison. Il va aller essayer d'aller retrouver Arne et Debbie.
Mais Arne et Debbie ne comprennent pas un peu son comportement. Et en fait, vu qu'ils n'ont pas assisté à la scène, eux ils sont persuadés qu'en fait il est sorti parce qu'il s'ennuyait. Donc une fois le ménage terminé, ils se rendent tous chez les parents des Glatzel. Donc j'ai Judy et Karl. Parce qu'en attendant de pouvoir habiter le ranch, Debbie et Arne vivent chez les parents de Debbie. Donc j'ai Judy et Karl vivent un peu tous ensemble dans cette maison. Et il faut savoir que Judy Glatzel, donc qui est la mère de Debbie, est âgée au moment des faits de 45 ans. Elle est mariée avec Karl qui travaille comme mécanicien et ils élèvent leurs 4 enfants, donc 3 garçons et une fille. Le soir même, David décide de raconter ce qu'il a vécu dans la chambre et il explique à tout le monde que cet homme a clairement menacé Arne et Debbie s'ils viennent vivre dans le ranch. La famille ne prend pas, je dirais pas qu'ils prennent pas au sérieux les mots de l'enfant, mais ils comprennent pas vraiment, ils n'arrivent pas à savoir si c'est une blague que leur joue l'enfant ou quoi que ce soit, et la famille décide d'aller se coucher. Malheureusement, vers minuit, on a David qui va se réveiller en pleurant, en criant qu'il avait vu une horrible bête dans sa chambre. La famille essaie de le recoucher, mais en plein milieu de la nuit, il s'est remis à crier et il va expliquer que le vieil homme est revenu le voir. Cette fois, son apparence elle est totalement différente. Sauf que cette fois, il lui est apparu sous la forme d'un homme à la peau noire, mais pas en fait avec comme une peau brûlée. En fait, ça fait vraiment comme si voilà, il était brûlé, brûlé de chez brûlé, et qu'il avait des grands yeux. En fait, il est totalement noir. Il a la peau noire, les yeux noirs, avec un visage mince et bestial. Vraiment le truc qui pourrait vous faire une paralysie du sommeil, clairement. Il avait aussi des dents acérées, donc à mon avis, on n'a pas très envie que ce gars nous arrache le bras. Il avait des oreilles pointues et des pattes de cerf. Ça commence bien. Pour Judy, son fils s'y ment pas. Clairement, elle va dire « Je l'ai cru instantanément. J'avais lu des choses sur le surnaturel et j'avais écouté une conférence des Warren. Quand il nous a expliqué ce qu'il avait vu, j'ai pensé que c'était un fantôme. » On commence bien. C'est-à-dire que là, au moment où donc il y a eu cet incident, il y a le premier incident dans la maison, il y a le second dans la maison des parents. C'est vraiment, il y a tout le monde, en fait beaucoup sont dubitatifs, mais il y a vraiment que la mère qui le croit à ce moment-là. Mais ce qui va finir par convaincre la mamie, c'est qu'en fait tout au long de la nuit, ils vont entendre des bruits étranges. Au début, ils vont l'attribuer au vent, aux animaux rôdants, dans le grenier. Il y a un événement aussi qui va, là, en fait, va, entre guillemets, tout dégénérer et qui va amener à ce qui va se passer par la suite. C'est que David va affirmer le matin même que la bête l'a battu. Au cours des jours suivants, tout va dégénérer. Clairement, même la mère va le dire, ils vont vivre un enfer. C'est vraiment là qu'on se rend compte que ça y est, David il est possédé. Il va se tordre dans des positions inimaginables. Il va commencer à devenir très grossier, dire des choses qu'un enfant de son âge n'est pas supposé connaître, n'est pas supposé dire. Il va beaucoup pleurer, crier, se débattre. Contre quoi? On ne sait pas, parce qu'à ce moment-là, il n'y a que David qui peut le voir. Il va dire qu'il y a des mains invisibles qui le tirent, qui l'étranglent. Il va hurler sous les coups des couteaux invisibles. Il va prétendre que l'esprit qui le possède se met à parler en latin. Et du coup, David, par moment, va être capable de parler en latin. Est-ce qu'il l'aurait entendu? On ne sait pas trop vraiment, parce que malgré tous les reportages, on n'en apprend pas forcément plus. Et il dit clairement que le démon qui le possède, il est venu pour son âme. Il n'est pas venu pour autre chose, il est venu pour l'âme de David. Et clairement, il hurlait sans arrêt. Il est venu pour moi, il est venu pour moi, il vient pour moi. Et en fait, il n'y a rien du tout qui peut le calmer à ce moment-là. C'est vraiment, en fait, il est dans cette espèce de transe, de possession, où vraiment il souffre, il est en souffrance, il est vraiment pas bien le gamin. Le démon, il est invisible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a vraiment que David qui peut le voir. Parfois, il devenait très violent aussi, et très agressif avec sa mère. Il l'agressait clairement. Il lui crachait dessus, il l'a frappé. Il a même eu une occasion pour attaquer sa mère au couteau. Ses parents décident en gros de changer les journées, c'est-à-dire qu'ils vont dormir le jour et vivre la nuit. Et en fait, ils écoutaient leur fils leur parler de tout ce que le démon faisait. Ils vont même finir par lui donner un surnom, ça, ils vont l'appeler la bête, clairement,
parce que David la voit toujours sous la forme d'une bête. Ils essayaient de veiller sur leur fils, ils tentaient de le maintenir, en fait ils essayaient de le bloquer quand il était parcouru de spasmes, de convulsions ou autre, et des fois ça pouvait durer jusqu'à 30 minutes, les crises comme ça. Et en fait je pense que à ce moment-là, la famille elle est désespérée, fatiguée, ils savent plus quoi faire, ils savent plus comment faire, ce qu'ils doivent faire. Ils sont vraiment désespérés et Judy va décider de demander de l'aide à l'église catholique. Et il y a un prêtre de l'église de Saint-Joseph qui lui donnera une chandelle et de l'eau bénite. Ça marchera pas. C'est à ce moment-là, ils avaient une lueur d'espoir et elle va être gâchée parce que ni la bougie ni l'eau bénite ne va les aider. À ce moment-là, tous les membres de la famille de David pensaient qu'il était victime d'une entité maléfique, sauf son père. Il n'y a qu'une seule personne, enfin précisément deux. Ils ne croient en aucun cas David. Donc on a Karl Glatzel ainsi que son grand frère Karl Junior, 14 ans. Il se montrait souvent agressif et se moquait d'eux parce que qu'ils croyaient en des histoires de vieilles femmes. Ils disaient tous les deux que le gamin était devenu fou, clairement, et que David avait plus besoin de soins psychiatriques que d'autre chose. Quelques jours plus tard, le prêtre décide de venir essayer de faire un exorcisme dans la maison et sur David. Mais ça va pas marcher et il est persuadé que la créature démoniaque a une trop grosse emprise et il peut pas se permettre de pousser l'exorcisme plus loin au risque de mettre en danger la santé de David qui était déjà pas ouf, encore plus en danger. Et en fait il va conseiller à Judy d'appeler deux de ses connaissances qui sont les célèbres enquêteurs Ed et Lorraine Warren. Donc Ed et Lorraine Warren bien sûr acceptent sur le champ de venir aider la famille et ils vont même venir avec un médecin, le docteur Anthony Giangrasso. Pourquoi j'ai roulé le R moi? Giangrasso. À leur arrivée, le père Karl essaye vraiment de les dissuader de rentrer dans la maison. Il dit clairement que sa famille sont tous devenus fous et qu'en fait ils viennent clairement pour rien. Mais on a Judy qui va entre guillemets s'interposer et qui elle au contraire va les accueillir avec soulagement et va les inviter à rentrer. Il y avait une tension énorme qu'on aurait pu trancher au couteau dans cette maison, expliquait Lorraine. Là par exemple je vais vous lire un petit passage l'un des discours de Lorraine. Elle explique que lorsque Ed interrogeait le garçon, j'ai vu une forme brumeuse, noire près de lui, qui m'a indiqué que nous avions affaire à quelque chose de maléfique. Il se plaignait de mains invisibles, qu'il étouffait. Il avait des marques rouges sur lui. Il a aussi indiqué qu'il avait le sentiment d'être frappé. Arne, Debbie et Judy vont totalement confirmer les propos de David, expliquant qu'eux aussi avaient déjà vu David être battu et étranglé par des mains invisibles et qu'à la fin ça avait fini par lui laisser des traces rouges au niveau du cou. Lorraine, elle pense qu'il est possédé par plusieurs démons. Elle pouvait sentir la présence de la bête clairement et le fait que David l'ait vu et entendu en fait si facilement dès le début montre qu'on est face à un démon d'une puissance inégalable. Elle s'inquiète énormément de la rapidité à laquelle la bête va prendre de la place dans la vie de David et les phénomènes qui vont progresser en fait en l'espace de 2 semaines. Et elle s'inquiète énormément du cas de David et elle s'inquiète si les actes vont s'aggraver ou pas. Au cours de la semaine suivante, David va se mettre à grogner, à siffler, à parler avec des voix étranges qui lui étaient pas attribuées de base et il va se mettre à citer des passages de la Bible et un poème en particulier, celui du paradis perdu, et il va clairement dire qu'il voit des esprits et des démons. Au final, même les membres de la famille ne seront pas du tout épargnés. Un jour, la bête va téléphoner à un des frères de David et lui dire qu'il ferait mieux de se méfier. Et un soir, Debbie va expliquer qu'elle a été attaquée par une main verdâtre qui était sortie du plancher. Elle était dans son lit à ce moment-là et à une autre occasion, elle aurait aperçu la bête et elle dit « J'ai vu un visage avec des dents déchiquetées et des yeux noirs comme le charbon.
Il avait des cornes et des oreilles pointues. Des lumières clignotantes sont apparues sur les murs et j'ai entendu ma mère et Cheyenne m'appeler par mon nom. Ed et Lorraine décident de visiter régulièrement la famille et en fait ils vont être témoins de nombreuses manifestations. Des objets qui lévitaient, des meubles qui étaient projetés contre les murs, des livres qui changeaient de place par on ne sait quelle magie, et des moules à gâteau qui s'envolaient de droite à gauche ou qui s'envolaient vers le plafond. Donc c'est génial, hein, parce que du coup on avait des traces de gâteau au plafond. Voilà. Les témoins aiment bien foutre le bordel, ils ont l'air d'oublier que c'est pas eux qui nettoient après. Il y a même à une occasion où ils ont vu un petit dinosaure, un petit jouet en plastique qui appartenait à David, marcher tout seul. Et une fois Guttural est sorti du jouet et il va dire attention, vous allez tous mourir. Et voilà pourquoi je me dis toujours que je n'achèterai jamais de jouets automatiques, enfin avec des petits boîtiers qui parlent, parce que je me dis si ce truc s'active dans la nuit, je suis mal barré, d'accord. Au final, l'église va finir par réaliser 3 exorcismes mineurs, encore une fois par rapport à la santé de David. Sur David, le premier, pour le tout premier, 4 prêtres étaient présents. C'est quand même pas rien. Il lui demandait combien de démons le possédaient, étaient à l'intérieur de son corps. Et il va leur réciter une liste de 43 noms, pardon. Ça a été l'une des nuits les plus terrifiantes de ma vie, raconta Lorraine. Il n'y avait pas un démon, il y en avait 43. Elle expliquera que durant tout le long du rituel, des marques étaient apparues sur le corps de David, qui s'était mis aussi à léviter. Et par moments, il s'arrêtait de respirer. Et en fait, ils étaient obligés de faire une pause et de le réanimer. C'est fou de se dire qu'un garçon de 11 ans va subir tout ça. C'est vraiment dur quand même, je pense, surtout pour la famille, d'avoir vu ça. Franchement, j'aimerais pas être à la place de la maman et du papa parce que ça doit être tellement dur. Donc, la presse va finir par interroger Nicolas Greco, le directeur de la communication pour le diocèse de Bridgerport, et il va affirmer qu'aucun exorcisme formel n'avait été pratiqué par l'église car la famille avait refusé de consulter un psychiatre. Car ça je l'avais vu à plusieurs reprises, ça se fait beaucoup. Maintenant, on peut plus exécuter un exorcisme si jamais la personne n'est pas vue par un médecin, par un psychiatre, sur plusieurs séances pour être sûr qu'on est bien sur un cas démoniaque et non sur une maladie mentale. Maintenant c'est comme ça et je peux les comprendre. Parce que mine de rien, c'est quand même un acte assez dur à pratiquer et on peut pas le faire n'importe comment. En réalité, Judy Glatzel avait bien amené David voir un psychiatre à Bridgerport, sauf que faut savoir qu'il va la faire payer 75$ pour 1 heure de consultation. Il lui avait annoncé que la prochaine fois, il voulait voir toute la famille. Mais vous imaginez qu'elle a déjà payé 75$ pour David, donc je vous laisse imaginer pour une famille de 6. Et si on compte Arne, ça fait 7 personnes. Et bien sûr, faute de finances, elle avait décidé de s'arrêter là. Et les prêtres concernés ne firent aucun commentaire et 3 d'entre eux furent rapidement transférés dans une autre paroisse. Et c'est là qu'on va arriver sur le cas de la possession d'Arne Cheyenne Johnson. On va parler un petit peu de Arne parce qu'on n'entend pas vraiment encore parler de lui. Alors il était plutôt décrit comme un garçon très poli, un bon vivant qui travaillait dur. Mais durant les séances d'exorcisme, il finissait toujours par provoquer continuellement les démons, leur demandant de prendre son corps plutôt que celui de David. « Prenez-moi » criait-il, « prenez-moi à sa place. » Une nuit, après avoir vu une énième fois les démons battre cruellement David, Arne menace de les retrouver et de les renvoyer en enfer. David était comme un petit frère pour lui, vraiment, il adorait la famille Debbie et je pense qu'il s'était autant attaché à Arne que lui était attaché à eux. Et en fait, de voir David souffrir pour lui, c'était insupportable. Et quelques jours plus tard, il y a quelque chose qui va être. Et il va se passer quelques jours plus tard, alors qu'il sortait faire des courses, il roulait en
en direction du supermarché quand sa voiture devint brusquement incontrôlable. Prenant de la vitesse, elle fonça droit dans un arbre. Au même moment, il va voir quelque chose qui, d'après ses mots, ressemblait exactement au diable, qui avait grimpé tout en haut de l'arbre et en fait qui attendait que Arn se plante dans l'arbre clairement. Horrifié, il va tenter de sortir du véhicule, mais la portière refuse de s'ouvrir et il a dû attendre les secours. La voiture, elle est foutue. Clairement, elle est démolie, mais par chance, Arn, lui, s'en sort indemne. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai parlé d'un puits en début de vidéo. Eh bien, il faut savoir que David a vu la bête sortir de ce fameux puits. David, clairement à ce moment-là, il est fou de rage, il pète un câble et il décide d'aller affronter. La bête qui, lui, il pensait dans le puits. Sauf que Ed et Lorraine Warren vont vraiment essayer de l'en empêcher. Mais en fait, il va refuser de les écouter. Et un jour, il va se rendre à ce puits. Et il va apercevoir la bête. À son retour, il semblait vraiment perturbé. Il se souvenait. En fait, il va se souvenir avoir longuement regardé au fond du puits les yeux de la bête. Mais rien d'autre. Il se souvient de rien. Au cours de la même période, Judy et Carl vont consulter un psychiatre pour leur fils et ils vont placer David. À partir du mois de novembre, ils vont placer David dans une école privée pour enfants perturbés. Mais le problème, c'est que donc la raison de pourquoi ils vont le placer dans cette école, c'est pour un problème d'apprentissage. Mais le problème, c'est que ça va continuer à s'aggraver. Rien ne s'arrange pour David et la situation, elle devient tellement pénible que Debbie et Arn vont décider de quitter la maison. Et Debbie va réussir à trouver du travail chez un toiletteur pour chiens qui se trouvait à Brookfield, qui s'appelle le Brookfield Pet Motel. Et son employeur, Alan Bono, avait mis un appartement à leur disposition. Mais le comportement de Arn va se mettre alors à changer radicalement. Lui qui était un jeune homme exemplaire, qui n'avait jamais eu de problème avec la justice, qui jouait au baseball, qui chantait dans la chorale de l'église, qui n'avait pas forcément fait de grandes études et qui avait été obligé d'arrêter l'école pour aider sa famille et qui ne se plaignait d'ailleurs jamais de tout ça. Il utilisait même son salaire de livreur de journaux pour pouvoir offrir une nouvelle voiture à sa maman, une vieille voiture, hein. Il ne pouvait pas non plus se permettre une voiture de fou. À Noël, il va offrir une vieille voiture à sa maman pour qu'elle n'ait plus à se rendre à pied au travail. Son comportement il change et Debbie, ça l'inquiète énormément. Il se comportait tellement bizarrement qu'elle se demandait s'il n'était pas possédé par moments. Par moments, il tombait dans une espèce de transe. Il se mettait à grogner, il affirmait avoir vu une bête. Et lorsqu'il reprenait ses esprits, il n'avait aucun souvenir de ces crises. Exactement comme David. Le 16 février 1981, c'est une journée qui fait particulièrement froid et Arn va appeler la Jury Service, donc c'est là où il travaille, donc il les appelle pour leur signaler qu'il a mal à la gorge, qu'il est vraiment pas bien et qu'il ne viendrait pas travailler. Mais au cours de la matinée, on a sa petite sœur Wanda et Janice, âgées de 15 et 16 ans, ainsi que sa cousine Marie, 9 ans, qui vont lui demander si il peut les emmener voir Debbie toiletter les chiens, et il va accepter. Quand ils arrivent au salon de toilettage, Alan Bonos était déjà présent sur place. Il vivait pas à Brookfield depuis très longtemps. Et en fait, c'était sa sœur qui était propriétaire du chenil et elle lui avait demandé de venir le gérer. Donc Alan Bono, lui, il est nouveau à Brookfield. C'est un homme un peu particulier. Donc c'est un homme qui a à peu près une quarantaine d'années. Il adore parler de lui-même, des choses qu'il a faites, des lieux qu'il a vus. Et en fait, pour Debbie et Arn, les discours que leur tiennent Alan Bono, parce que eux, ils ont grandi à Brookfield, ils y ont vécu, puis avec tout ce qui se passe, avec tous les moments difficiles qu'ils vivent, la vie de cet homme, elle leur semble passionnante et aventureuse. Et en fait, ils aiment bien l'écouter. Ça, par contre, même si voilà, il est très imbu de sa personne, le petit monsieur, ils adorent l'écouter. À midi, donc au moment où Arn emmène les petites voir Debbie, Alan les invite à déjeuner dans un bar local
vieille blague. Arn et Debbie burent un peu de vin eux aussi, mais moins que lui. C'était un gros buveur. Alan Bono, il buvait même beaucoup et limite c'était habituel. C'était vraiment, voilà, limite c'était normal pour eux de le voir boire autant. Et après le repas, ils vont décider de repartir au Chenil. Donc dans l'après-midi, elle se déroule plutôt normalement, sans incident notable. Arn va gentiment accepter de réparer la stéréo et il va se monter le son immédiatement. La musique elle est très forte, ça va fatiguer, agacer Debbie. Et elle va proposer aux filles d'aller chercher une pizza à emporter. Mais en chemin, elle va commencer à s'inquiéter. Et elle va, là, on a en fait une explication, entre guillemets, comme un espèce, on peut imaginer un peu la scène, où on a Debbie qui dit aux filles, dépêchez-vous, on va essayer de rentrer le plus vite possible. Et une des petites va lui demander pourquoi. Et Debbie va dire, il va y avoir du grabuge. Elle ne sera pas capable d'expliquer pourquoi elle a dit ça, mais elle sentait qu'il y avait de la tension dans l'air. À leur retour, Alan va les proposer de le suivre à l'étage pour donc l'appartement est au-dessus du chenil, et il va allumer la télévision et il va commencer à frapper la paume de sa main avec son poing encore et encore. Et là, Debbie va dire c'est bon, on s'en va. Tout le monde se dirige alors vers la sortie, sauf Alan qui attrapa Marie avant qu'elle ne passe la porte. À ce moment-là, Debbie va lui demander de la lâcher, sauf que Alan va refuser. Arn, qui se trouvait déjà près de la voiture, revint alors sur ses pas et dit « Allez, c'est bon, maintenant vous arrêtez vos conneries. » Et il va dire à Alan « Maintenant tu la laisses partir. » Alan va finir par accepter de relâcher Marie et Marie va courir se réfugier dans la voiture. Et Alan va recommencer à faire son cinéma, frapper sa main avec son poing, et Wanda va attraper le bras de son frère et elle va expliquer qu'il était dur comme de la pierre et elle tenta vainement de l'entraîner vers la voiture. Mais au même moment, Arn va se mettre à grogner comme un animal. Puis un éclair lumineux déchira l'air et regardant droit devant lui, il se dirigea vers les bois. Alan, qui continuait toujours à frapper sa main contre son poing pendant quelques secondes, et brusquement il va s'effondrer au sol, face contre terre. Il venait de recevoir 3 ou 4 coups de couteau en pleine poitrine et dans le ventre. La plaie partait de son estomac et elle allait jusqu'à la base de son cœur. Près de son corps gisait l'arme qu'Arn venait d'utiliser pour le frapper. Et c'était une lame de 13 cm. Quelques heures plus tard, Alan va décéder de ses blessures. Et il faut savoir qu'en fait, Arn était parti. Et en fait, on va le retrouver 3 km plus loin des lieux du drame. Et il va finir par être incarcéré et envoyé au centre correctionnel de Bridgeport avant d'être libéré sous caution pour la somme de 125 $. Le lendemain, Ed et Lorraine Warren vont appeler la police de Brookfield pour l'informer que Arn Cheyenne Johnson a été possédé au moment du meurtre. Bien évidemment, personne ne les croit. Ils sont convaincus de l'innocence. Ed et Lorraine sont convaincus de l'innocence. Ils vont même finir par raconter l'histoire à la presse. Et l'histoire, elle va rapidement devenir célèbre. Martin Minella, l'avocat de Arn, à ce moment-là, déclare qu'il recevait des appels provenant du monde entier. Ils étaient tellement connus que des passants l'arrêtèrent dans la rue de Londres, où elle s'était rendue pour rencontrer des avocats impliqués dans une affaire similaire. À son retour, elle demande aux prêtres qui avaient participé aux exorcismes de témoigner, et comme ils se montraient réticents, elle menace de les assigner en justice. Le procès va débuter le 28 octobre 1981 à Danbury. Madame Minella tentera de plaider non-responsabilité par possession démoniaque. Et c'est un fait sans précédent pour le juge Robert Callahan. Au début, il va rejeter sa demande en soulignant qu'une telle défense était impossible car elle n'était pas scientifique. Madame Minella a dû abandonner l'idée de
se rabattre sur la légitime défense et le jury qui n'entendit jamais parler de sa théorie. Donc ils vont jamais entendre parler du cas de la possession démoniaque. Il faut savoir qu'ils vont délibérer pendant près de 3 jours et 15 heures. Et c'est le 24 novembre 1980 que Arne Cheyenne Johnson fut condamné pour homicide involontaire au premier degré à une peine de 10 à 20 ans de prison. Il va effectuer 5 ans de prison avant d'être libéré pour bonne conduite. Il retrouvera alors Debbie, avec qui il va se marier, avec qui s'était marié en prison, qu'il avait attendu pendant toutes ces années. Alors, après on a les démêlés juridiques, tout ça, mais moi je voulais vraiment parler de ce cas-là. Mais de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos du site, parce que franchement, elle explique encore plein de trucs après, mais moi je voulais vraiment parler jusqu'au procès, je voulais pas parler du après, avant, tout ça. Mais je trouve qu'elle a super bien décrit le truc, ça m'a énormément aidé. Et quand je regarde, elle a encore plein d'autres histoires. Et elle continue à un peu en parler, un chouille de ce qui va se passer par la suite dans la vie de Arne, de David, comment ils vont vivre tout ça. Franchement, ce cas, moi, il m'avait, au moment où, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était donc avec le film Conjuring. Et c'est vrai que ça m'avait un peu intriguée. Donc j'avais fait mes recherches à l'époque. Ensuite, il y a les documentaires qui sont sortis sur Netflix. Et franchement, on en apprend plein. Et on a les deux théories, c'est ça qui est cool dans celui qui est sur Netflix, parce qu'on a le point de vue de ceux qui croient en David et ceux qui sont du point de vue du père. Donc allez voir, c'est très intéressant. Mais je vous invite à aller voir cette page, allez-y, elle a plein d'autres trucs, elle a même des bouquins et tout, et franchement, c'est génial. En tout cas, ça y est, on a terminé notre calendrier d'Halloween. C'est la fin. De toute façon, on revient sur notre programme classique. Donc les vidéos le lundi, le vendredi, les lives le dimanche. Et la prochaine fois que vous aurez presque une vidéo par jour, ce sera au moment du calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je suis déjà en train de commencer à le faire. Moi, je vais m'amuser, je le sens. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et à vous abonner, ça aide toujours la chaîne. Et bah du coup, on se retrouve quand même demain pour la vidéo mukbang. Et sur ce,